Aujourd'hui, quelqu'un qui a la même charge de travail qu'il y a 2 ans, c'est pas normal. Avec l'IA, avec tout ce qui existe, quand il y a quelqu'un qui part, surtout un manager, c'est aussi l'occasion pour toi de te remettre un petit coup de pied pendant quelques semaines et de redescendre dans les sujets et te rendre compte de plein de choses. À la fin, ce qui compte, c'est est-ce que je pense que cette personne est la meilleure pour faire ce métier ici. C'est pas est-ce qu'elle se défonce au travail et qu'elle se bute la santé. C'est quoi un peu, toi, ta vision des conflits ? J'aime pas. Ouais. Déjà, je le fuis. Donc, si tu mets tout sous le digital et que tu mets juste comme objectif la top line, le chiffre d'affaires et la rentabilité, tu peux être sûr qu'en 6 mois, ta marque, elle est flinguée. Louis Marty est le CEO de Merci Handy, une marque qui a révolutionné les produits d'hygiène avec une approche fun et décalée. En 2025, ils ont vendu 3 millions de produits avec une équipe de 25 personnes. Merci Handy est aujourd'hui présent dans 10 000 points de vente chez Sephora, Monoprix, Carrefour et distribué dans une quinzaine de pays. Dans cet épisode, on va découvrir comment ils sont organisés, les coulisses du pilotage opérationnel et de leur routine de management, et comment ils ont fait face à leur forte croissance. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Louis, bienvenue dans Sous le capot. Merci, trop content. Franchement, je suis trop content de te recevoir dans cet épisode. Je me souviens, on a fait notre rencontre quand on a gravi le Mont Blanc. Exactement. Sacrée aventure avec notre ami Hugo Benz qui avait organisé tout ça. Et je me souviens, on a un moment en descendant très la tête, je sais pas si tu te souviens, on a discuté de Merci Handy, ton organisation et tout, et je me suis dit, punaise, ça serait trop bien de t'avoir, qu'on aille un peu plus en profondeur, de voir comment vous êtes organisé et tout ça. Du coup, trop content que tu sois là. Merci pour l'invite et je trouve le nom du podcast très cool. Merci. Parce qu'on montre souvent l'extérieur des boîtes, nos succès, mais vraiment ce qu'il y a dedans, c'est ce qui intéresse les gens en fait. Exactement. On va direct rentrer dans le vif du sujet. Comment vous êtes organisé actuellement avec Merci Handy ? Alors nous, si tu veux, on est une boîte qui a beaucoup changé. Okay. Ça fait quand même 10 ans. Donc déjà, on a eu plusieurs phases d'organisation. En gros, on en a eu 3 principales. Tu as eu... les premières années où c'était un peu, moi j'aime bien dire la Startup Nation, tu vois, où il fallait lever de l'argent, recruter beaucoup de gens, montrer que tu étais nombreux, il fallait perdre de l'argent, tu vois, lever de l'argent et être rentable à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi tu levais de l'argent. Et là, vraiment, je m'étais inspiré, et je pense parce que j'avais des personnes qui venaient de chez L'Oréal. On a fait une méthode très l'oréalienne dans la manière de faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la beauté, c'est vraiment divisé par métier et par responsabilité. Donc, tu vas commencer un projet d'un point A à un point B, et à partir de B, tu vas le transmettre à une équipe. Tu vois, par exemple, si je prends la vie d'un produit de cosmétiques, tu as celui qui va avoir l'idée du produit, qui va valider l'idée, tu as celui qui va émettre les premières hypothèses, les premières formules, aller voir les fournisseurs, tu as celui qui va le fabriquer, celui qui va le livrer et ensuite celui qui va le vendre. Voilà. Donc ça, c'était notre première phase, on pourra en revenir après. Après, il y a eu le Covid qui est venu un peu chambouler tout ça, notamment avec le télétravail à distance, on n'en faisait pas beaucoup avant pour être honnête. Et pareil, on pourra revenir sur cette phase où j'ai beaucoup appris. Et depuis 2 ans, c'est une autre phase de Merci Handy, je pense, une boîte beaucoup plus mature, où aujourd'hui, on est des plus petites équipes. On a un peu réduit les personnes, plutôt des gens qui sont partis et qu'on n'a pas renouvelés. Parce que là, vous êtes 25. Exactement. Et on va dire que j'ai 4 gros pôles dans la boîte. J'ai un pôle opération dans lequel je mets ma finance, ma supply chain, le produit. Pour moi, c'est un pôle clé quand tu fais du produit. Tu as beau avoir le plus beau marketing, la plus belle expérience de marque. Si tu as des produits qui ne sont pas à la hauteur, ou tu n'as pas de produits ou trop de produits, c'est compliqué. Tu as un pôle sales et marketing. Que je considère vraiment une des forces de Merci Handy. Tu as un pôle digital qui est pareil pour moi. Donc dedans, j'inclus le social media, j'inclus évidemment le e-commerce et tous nos channels online. Et le dernier pôle, qui est un peu la spécificité de Merci Handy, tu vas avoir un pôle studio qui est pour moi... C'est un peu notre force. On a créé une sorte d'agence interne qui est un studio créatif dans lequel toute la boîte vient briefer. C'est des gens en CDI, mais et répond au brief de la boîte. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir un peu une relation agence en interne, et c'est assez efficace. Donc ça veut dire que finalement, tu as tout internalisé sur cette partie
Alors, Studio phase 1, tu lèves de l'argent, oui, on avait énormément internalisé. Phase 2, Covid, on a commencé à réexternaliser un peu parce que compliqué de shooter pendant le Covid, tout ça. Et aujourd'hui, on a réinternalisé. Et vraiment, et puis l'IA, vraiment, je pense que c'est vraiment le pôle qui a chamboulé le plus ce pôle-là, parce que sur la partie création, tu vois, à l'époque, nous, on avait même un copywriter chez Merci Andy. Et en fait, aujourd'hui, enfin, une taille de notre boîte, d'avoir des copywriters en CDI, c'est de la folie, quoi. Enfin, c'est plus d'actualité, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi, juste pour comprendre un peu la répartition, c'est combien de personnes dans chaque pôle? Ça va de 2 à 6 au pôle sales et marketing, le plus grand. Et à chaque fois, il y a un leader dans chaque pôle. Donc, on va dire un manager. Je préfère le mot leader, donc ce qui fait mon codir, tu vois, de toutes ces personnes. Pareil, j'aime pas ce mot codir, mais bon, c'est... Ça parle. Ouais, ça parle. Donc, en fait, c'est des réunions de leaders et c'est là où on se voit une fois par semaine. On parle des sujets. Ils ont accès à tout le PNL de Merci Andy, donc vraiment du chiffre d'affaires à l'EBITDA. Ils sont responsables de leur budget. Ils co-construisent le budget ensemble. Là, tu vois, on finit le budget 2026. Enfin, on a fini le budget 2026 et il y a vraiment eu un process tous ensemble pour construire le budget et on est assez transparent. En tout cas, on a une culture de boîte sur les chiffres qui est assez transparente. Je pense que même un alternant de Merci Andy peut connaître c'est quoi la masse salariale de Merci Andy, c'est quoi les EBITDA de Merci Andy, c'est quoi les marges de Merci Andy. Donc, on va assez loin dans la transparence des chiffres. Ok. Et pourquoi vous avez séparé la partie digitale du marketing? Enfin, c'était quoi la réflexion? En fait, chez nous, les profils sales et les profils marketing sont quand même très créatif. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu du trade marketing. Ça va être les animations commerciales qu'on va mettre pour dynamiser nos ventes, se faire connaître, faire de la promotion, faire de l'acquisition client. Et alors que le digital, aujourd'hui, c'est quand même devenu un métier d'exécutant, d'opération et de data très forte. Moi, aujourd'hui, c'est le pôle dans lequel je passe le plus de temps, mais c'est celui dans lequel tu peux te noyer aussi. Enfin, quand tu regardes le CRM, les ads, sur toutes les plateformes, le CRO, ton site internet, le sujet technique, en fait, et aujourd'hui, tu te rends compte que des personnes qui sont un peu les fameux moutons à quatre pattes que tu recherches dans des boîtes de notre taille, ils n'existent pas trop dans ces métiers-là. Ou alors, ils coûtent très, très cher, ou alors, c'est des entrepreneurs. Mais tu vois, aujourd'hui, les gens se sont beaucoup spécialisés dans des verticales. Et aujourd'hui, nous, le digital, on ne peut pas se permettre d'avoir une personne en acquisition, une personne en CRM, une personne pour gérer le merchandising sur le site, une personne pour... Tu vois, donc on a quelques agences, quelques freelances qui viennent nous aider. Mais j'ai pris cette décision-là parce que, en fait, tu as le marketing qui veut que ce soit beau et tu as le digital qui veut que ce soit performant. Et il y a un moment où il faut que les deux mondes se réconcilient et ça marche mieux quand c'est splitté. Parce que chacun défend un peu ses intérêts. Chacun défend ses intérêts et puis je tranche, plutôt que si tu mettais tout sous le digital où en fait... Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, on va faire un shooting photo qui va être sublime, mais on le sait que ces créas-là, elles ne vont pas marcher. Tu vois, c'est des créas qui vont... Ce qui est beau ne fonctionne pas aujourd'hui en digital. Tu vois, nous, ce qu'on veut en digital, c'est du vrai, c'est du prix barré, Et en fait, si tu fais que ça, ta marque, elle est morte. Donc, en fait, voilà. Donc, si tu mets tout sous le digital et que tu mets juste comme objectif la top line, le chiffre d'affaires et la rentabilité, tu peux être sûr qu'en 6 mois, ta marque, elle est flinguée. Donc, de splitter comme ça fait un petit conflit d'intérêts, mais qui est plutôt... qui est sain, en fait. Qui est assez sain. Voilà. Et tu vois, et c'est hyper frustrant pour les équipes créatives aussi, quand tu te dis, on fait un shooting, on a des super visuels, et que tu vas sur... Facebook Library et que tu vois nos pubs qui tournent et tu te dis, en fait, il n'y a aucune pub comme ça, il y a que du prix barré ou avec des grosses pastilles dégueulasses. Donc, il faut trouver le bon juste milieu entre image et performance. Et toi, tu interviens comment dans ces pôles-là, du coup? Moi, alors, j'ai le pôle dans lequel
les deux pôles dans lesquels je passe le plus de temps aujourd'hui, ça va être le pôle Ops et le pôle justement digital. Okay. Le pôle Ops, avant, j'avais un CEO, Martin, qui est parti, qui a fait 5 ans avec nous et qui est parti et qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore remplacé. Donc, on réfléchit à la suite. Il est allé faire des nouvelles aventures dans une autre industrie. Et en fait, moi, quand il y a un départ, j'aime pas qu'il y ait une passation instantanée et pas regarder ce qui se passe. En fait, quand il y a quelqu'un qui part, c'est surtout un manager, c'est aussi l'occasion pour toi de te remettre un petit coup de pied, tu vois, pendant quelques semaines. De redescendre dans les sujets et de redescendre dans les sujets et te rendre compte de plein de choses. Ça ne veut pas dire que Martin faisait mal son travail, mais en fait, peut-être que toi, tu vas amener une autre approche. Et moi, je fais beaucoup confiance, je délègue très facilement et peut-être que je regarde pas assez quand il y a quelqu'un de bon qui fait son travail. Donc, je pense pas suffisamment de challenger. Et donc là, tu vois, j'ai remis les mains dans les conteneurs qu'on envoie aux États-Unis, dans comment on déclare en douane, j'ai mis en moins dans nos contrats fournisseurs, j'ai regardé un peu les sujets logistiques, le stock dormant. Moi, je voyais des reportings de tiens, tu as X dizaines de milliers d'euros de stock dormant, on peut pas le vendre. Je disais ok, en fait, quand tu vas avoir ce stock dormant, tu te rends compte que tu peux peut-être récupérer certains composants, tu peux peut-être sur certaines opérations réutiliser certains produits. Et je trouve ça en fait hyper intéressant quand quelqu'un part. C'est dur parce qu'il faut se remettre dans le sujet. Plutôt que d'avoir une passation sur 2 semaines entre 2 personnes, tu fais confiance à ton ancien salarié qui a été là depuis 5 ans et qui de toute manière va réussir sa passation et au nouveau de bien s'intégrer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et on s'en sort plutôt bien parce qu'on est très rentable depuis. Donc, d'accord. Donc tu as repris vraiment un côté opérationnel sur la partie opérationnelle. J'ai repris un côté opérationnel, chose que j'aimais pas historiquement. Moi, je m'occupais vraiment de tout ce qui se voyait dans Merci Andy. Tu vois, donc tout l'extérieur. Et j'ai toujours plutôt délégué, voire détesté le fameux make it happen. Tu vois, moi, j'adore dire tiens, j'aimerais un produit. Bien que j'ai les pieds sur terre, tu vois, je suis pas un créatif qui va partir dans des délires. Je fais très attention à nos marges, qu'on est capable de payer, de pas de payer, de souffrir. Pareil sur le marketing, les investissements, j'ai quand même les pieds sur terre. Mais quand même, j'ai un profil plutôt créatif qu'opérationnel. Mais là, maintenant, dès les idées, t'intègres déjà les sujets de développement produit, de ce qui va être possible, et y compris les sujets logistiques. Moi, aujourd'hui, quand je vois un produit qui peut être envoyé par lettre plutôt que colis, dès le départ, je me dis, je crois un peu plus à ce produit. Parce qu'en fait, un colis, ça va te coûter 4, 5, 6 euros, et une lettre, ça va te coûter 50, 80 ou 1 euro. Donc, en fait, le sujet de l'acquisition va changer, le sujet d'exécuter cette commande va changer. Donc, je ne te dis pas qu'on fait que des produits par lettre. Tu penses ça par rapport au patch, là, c'est ça que vous avez... Par exemple, nos patchs boutons, c'est un super produit. Une palette de gel, c'est, je crois qu'on met 8000 gels, donc à 3 euros, ça fait 20 000 euros de produits, 3 euros TTC, je ne donne pas mes marges distributeurs, mais tu vois, ça fait 20 000 euros de chiffre d'affaires TTC, une palette de patchs, on en met 14 000 à 7 euros TTC, même 15 000. Donc, si tu veux, d'un point de vue logistique, c'est pas du tout la même structure. Et demain, je rêverais d'avoir un business de bijoux où, dans une petite boîte comme ça, tu peux avoir 250 000 euros de produits. Tu vois. Enfin, je grossis le trait, mais tu comprends. Donc, tout ça, tu apprends au fur et à mesure. Et en même temps, comment tu fais? Parce que je trouve que c'est à la fois plus tu connais les... Comment je peux dire? Plus tu connais... toute la problématique, plus aussi tu peux te brider parce que tu vois les problèmes partout, tu vois. Non, mais c'est clair. Ça, moi, je suis quand même un éternel optimiste. Mais tu as raison. Moi, j'adore. Tu vois, moi, je venais pas de cette industrie. Avant, je travaillais pas, je connaissais rien à la beauté. Donc, pour moi, tout était possible. Et c'était plutôt les équipes qui me bridaient. Aujourd'hui, moi, je reste quand même très optimiste. Je me dis toujours, ça, c'est possible, ça, c'est la solution. La vraie question dans ça, c'est surtout dans le timing, tu vois. Pour te donner un ordre d'idée, là, on est en novembre 2025. On est en décembre 2025. On est déjà en train d'imaginer... Enfin, on a déjà fini Noël 2026, tu vois. On va lancer les productions d'ici quelques semaines sur décembre. Alors que tu n'as pas encore tes résultats de 2025. On commence à avoir des traits, ils sont hyper bons. Tu vois, on a eu des statistiques de vente à fin novembre, on voit ce qui se passe sur le digital, on a vu Black Friday, Cyber Monday, tout ça. Mais donc,
moi, c'est plutôt ça, tu vois. Où je vais pousser les gens, c'est dans le timing. Il y a toujours moyen de faire plus vite. Et tu vois, les délais annoncés, souvent, c'est terrible. Pour faire un tube aujourd'hui en France, un tube pour une crème, c'est 14 semaines de délai. Donc, c'est pas ton produit fini, c'est juste un tube imprimé. Et en fait, moi, je challenge beaucoup les équipes. Comment on peut réduire le temps? Qu'est-ce qu'on peut stocker comme produit pour ne pas avoir 18 semaines de production, mais 9 semaines de production. Et en fait, tout ça dans un optique de cash où tu te dis, je préfère faire plus de commandes régulièrement que 2 ou 3 commandes dans l'année, qui est beaucoup plus risqué. Ok, ouais. Super intéressant. Toi, du coup, avec tes équipes, c'est quoi les routines que vous avez mis en place? Vous avez des routines de management? On a des routines, on a des weekly. Tu vois, alors moi, j'ai pas des weekly par personne, on a des weekly par projet ou des monthly. Donc, weekly, c'est max 45 minutes, c'est drivé toujours par une personne, c'est sur un Notion. Par exemple, le weekly, c'est pour toute l'équipe ou vous le faites par projet? Plutôt par projet. Par projet, ouais, par projet. Alors, quand tu dis projet, c'est par le exemple, lancement d'un nouveau produit. Ou le produit. Tu vois, on va dire le produit. Aujourd'hui, le produit, c'est un énorme sujet. On est une marque de produits. Donc, tu vois, nous, c'est le mercredi à 11h. C'est un point hyper important. Et en fonction de l'ordre du jour, de ce qu'on va parler, c'est toujours écrit sur Notion, les participants ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un moment, tu vas avoir dans ce point le commerce, parce qu'on a besoin de parler de merchandising, on a besoin de parler de quantité ou de forecast. Il y a un moment où tu vas avoir la designer, parce qu'on va parler plutôt packaging, design, image. Il y a toujours nos équipes produits, évidemment. Il y a un moment où moi, je peux être dedans ou pas. Globalement, j'y vais beaucoup parce que j'adore ça. Et dans ce point, donc on valide. Ça veut dire c'est préparé, on va valider des packs, on va valider des quantités, on va valider des forecasts, on va valider des formules, évidemment, des parfums, des reformulations. On va valider aussi des arrêts, de se dire, OK, par exemple, tu vois, là, il y a un produit, on en avait fabriqué 20 000 il y a quelques mois, on arrive en rupture de stock, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce produit, on le reproduit ou on ne le reproduit pas ? Est-ce que c'est un succès commercial ou est-ce qu'on pense qu'on est capable de mieux faire, soit en reformulant, en modifiant certains éléments du produit, du packaging, ou est-ce que non, en fait, ce n'est pas notre métier de faire ça. On en a certes vendu 20 000, mais ce n'était pas non plus un énorme succès. Donc, c'est toutes ces questions qu'on se pose et sur lesquelles on prend beaucoup de décisions pendant ces points. Et du coup, juste pour comprendre quand vous faites ce point, ça veut dire qu'à la fin de la réunion, vous allez dire la semaine prochaine, on va inviter telle personne parce qu'on va parler de tel sujet. Pendant le Notion, la personne qui est en charge, elle va assigner, donc taguer sur Notion des personnes en disant la semaine prochaine, en week 49, sur ce point-là, il y a besoin. Tout le monde l'a dans son agenda, ce point, mais dans la week 49, il faut que Louis, Cynthia, Victoire, Candice et Maëva soient dans ce point. Voilà. Moi, après, j'ai une routine toutes les semaines avec mes équipes commerciales, donc pour parler du wholesale. Et ça, on n'en a pas parlé. C'est quoi votre découpage wholesale et e-com ? Alors, ça dépend beaucoup des mois. Tu vois, là, novembre, décembre, c'est des gros mois e-commerce, mais en moyenne, on est sur du 60-70% wholesale et 30% e-commerce. D'accord. 35% e-commerce. Le wholesale, c'est donc tous nos revendeurs. Pour nous, c'est hyper important. On est vraiment une marque omnichannel. On essaye de raconter des histoires et d'avoir des produits qui sont différents quand tu les as en magasin ou quand tu les achètes en ligne. Alors, tu vas retrouver un assortiment identique, mais c'est vrai qu'en magasin, ce que veulent les gens chez Merci Andy, c'est qu'il y ait du stock, c'est qu'il soit bien placé et évidemment un prix qui est intéressant. Qui est pas trop cher, et ça c'est un gros sujet. Tu sais, en France on peut pas imposer un prix de vente à quelqu'un. Sephora, c'est un très bon élève, Sephora, mais moi quand je leur vends mes produits à un prix, eux ils vont appliquer un markup, un coefficient, et ce coefficient, s'ils veulent vendre mon gel 10 € alors que moi je leur recommande le produit à 3 €, ils ont le droit de le faire. D'accord. Voilà, aux États-Unis, tu peux imposer. Tu dis, moi, je vous le vends 2 $ et vous devez le vendre 4 $. Si tu n'es pas content, je ne te vends pas le produit. La France, là-dessus, il y a une libre fixation des prix.
Et tout ça, voilà. Donc, après, c'est pas dans l'intérêt, j'imagine, du non, wholesale c'est pas de dans le leur vendre, intérêt, mais parfois, il y a des guéguerres, ils veulent se positionner juste en dessous. Là, je t'ai pris l'exemple où ils se mettent trop cher, ouais, ok. mais ils peuvent aussi se mettre l'exemple où ils vendent moins cher que toi. Donc, voilà, et j'ai une équipe wholesale, et donc dans ces points, tu peux parler de, évidemment, là, on est en pleine période de négociation, donc on prépare les meetings en amont, et là, pareil, tu vois, sur certains meetings, on va prendre l'équipe produit. Donc, dans ces weekly sales, on va venir prendre l'équipe produit, ou Marguerite, notre directrice financière, qui va venir nous aider dans la négociation à budgétiser les investissements qu'on peut mettre chez nos partenaires. Donc, on est assez malléable. Et après, on a des gros points de passage, surtout sur la partie produit et innovation. En termes de sales, de c'est meeting, ça, de meeting, plutôt Ok, meeting global meeting, d'équipe. ok. On fait une fois par mois ce qu'on appelle un monthly, où globalement, tu as 70% de la boîte pour parler et se donner un peu une vision à long terme. Ok. Et où on prend de l'avance et pas... Tu vois, pas être dans des sujets opérationnels, Vraiment mais de se stratégique, dire, quoi, voilà, tu reprends de la stratégique. hauteur. Sur le e-commerce, on va présenter les chiffres du mois, où on en est dans le budget. On va parler tu vois, bah tiens, là, on commence déjà à parler de 2027. C'est quoi en catégorie de produits sur lesquels on veut aller? C'est quoi les tendances? On se partage des études pendant ce point. Et ça, c'est ce qu'on appelle un point roadmap. Et on le fait une fois par mois. Ok. Et là, il y a tout le monde qui est. Non, il n'y a pas tout le monde, mais tu as au moins 10-12 personnes. Okay. Quoi. Ouais. Et après, il y a quelque chose que moi j'adore, qui est en fait un meeting qu'on fait. Et là, il y a tout le monde. Ouais. C'est le lundi à 14h30 et ça dure 30 minutes. C'est un Google Slide et tout le monde vient mettre un peu ce qu'il a fait la semaine dernière et un peu les objectifs de cette semaine et partager des choses. Et là, c'est un alignement pour moi qui est extraordinaire. Donc, tu as l'équipe commerciale qui va dire, bah voilà, le rendez-vous avec Sephora s'est bien passé. On a réussi à closer un nouveau distributeur. Là, on a signé un distributeur en Irak, par exemple. Donc, et ça, c'est du coup par salarié, c'est par pôle. C'est la team. C'est la team, ouais. Ouais, peu importe. Ils se débrouillent, ils ont max 2-3 slides et ça dure par équipe 5 minutes. L'équipe marketing va dire ah bah on vient de signer une nouvelle box avec Blissim, on va participer à un plan d'échantillonnage en février avec 100 000 produits. L'équipe digitale va dire voilà les visuels pour Black Friday ou pour Cyber Week. Voilà les premiers résultats, ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà comment on pense pivoter dans la semaine. L'équipe finance et souvent on peut faire un point aussi people sur les nouveaux arrivés, les départs qui restent, et ça c'est un alignement qui est assez intéressant. Moi je fais toujours l'introduction de ça et je complète parfois sur certaines personnes, et il faut que, si tu veux, cette presse elle est jamais faite le vendredi, elle est plutôt faite le lundi matin. Ça prend pas longtemps aux équipes, et moi, tu vois, je leur demande à ce que 11h ça soit rempli, et entre 11h et midi, j'ai toujours un moment où je viens regarder les slides, poser des questions pour bien comprendre ce qui va être dit. Voilà, et ça marche assez bien. Je sais plus quelle startup je m'étais inspiré de ça, c'est hyper intéressant. Alors je sais pas si t'es 200 ça peut marcher, mais en tout cas tu as un vrai alignement, et en tout cas, on ne peut pas dire ah bah j'étais pas au courant. Ouais. Voilà. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un peu une pression saine de se dire bah voilà, tous les lundis, je veux présenter quelque chose. Enfin, montrer que j'ai finalisé quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que parfois en fait, on est sur plein de sujets mais qui sont en cours, quoi. Et c'est aussi tout le monde a besoin d'ego, tout le monde a besoin de montrer son travail. C'est hyper important d'être valorisé, et c'est une manière à ce que tout le monde soit valorisé. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on se voit plus, comme le market. Par exemple, une alternante. On a plusieurs alternants sur le terrain. Vinita, elle, qui est une de nos alternantes, elle a fait sur une slide, elle a dit voilà, j'ai fait le tour de 80 magasins ces dernières semaines. Je voulais vous partager les résultats. Donc, dans 60, c'est très bien. Dans 20, c'est bien. Et dans 10, mes calculs sont pas bons, mais dans 10, c'est terrible. On n'a plus de produits, ou c'est mal rangé, ou on a... Tu vois. Et en fait, ça valorise vraiment. Donc... pour le moment, ce point, moi, il m'aide beaucoup. Ça fait longtemps que tu as mis en place ou... Ouais, ça fait longtemps. En vrai,
quasiment depuis le départ. Okay, ouais. Et j'ai changé l'heure. Avant, c'était lundi matin pour la petite histoire. Et ça marchait pas, tu vois. Ouais, parce que du coup... Les gens étaient pas prêts, ça leur mettait une pression. Ils faisaient le vendredi. T'en avais certains qui faisaient ça le week-end. Et moi, je veux pas qu'ils travaillent le week-end. Ouais. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est qu'ils travaillent pas le week-end. Et donc, du coup, c'était fait en last minute. Donc maintenant, on a dit lundi 14h30 et ça marche plutôt bien. Ah, intéressant. Ouais. En termes, du coup, là, c'est toutes les réunions que vous avez Ouais, après, il y en a, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est ça. Ouais, globalement, c'est ça. Et du coup, tes managers, ils font des one-to-one aussi ou pas forcément? Oui, ouais, ils font des man-to-one. D'un point de vue managérial, c'est très one-to-one. Quand ils font des one-to-one, moi, ils me demandent toujours, j'ai un one-to-one prévu. Ils en font un peu trimestriellement. Ok. Ils vont dire est-ce que tu as des choses à me faire passer parce que je sais que parfois tu travailles en direct avec telle ou telle personne, donc est-ce que tu as des éléments à me faire passer que je peux relever, et je prends toujours le temps de soit faire une petite note vocale, soit d'écrire j'ai trouvé que c'était top, ou j'ai trouvé que peut-être ça manquait d'énergie ici ou que c'était à côté de la plaque, mais voilà. Et après on a... Et juste pour en revenir à ça, pourquoi trimestriel et pourquoi pas à la semaine souvent Non, mais ils se parlent beaucoup. Okay. Mais on a déjà pas mal de meetings. Okay. Et en fait, moi, je préfère faire... C'est hyper important d'officialiser ces points de passage avec des notes, avec des... Tu vois, on se parle beaucoup chez Merci Andy, on déjeune ensemble, moi, je suis tout le temps disponible. Mais si tu veux un vrai point de passage managérial, un peu plus structurel, j'ai pas envie d'en faire trop, quoi. Je trouve que ça met un peu une pression et on vient te demander des choses... je sais pas, je trouve que c'est assez efficace. Et tu vois, tous les sujets, après, on fait ce qu'on appelle des EFA, donc les entretiens de fin d'année, les fameux. Ça, c'est le plus officiel de tous. On fait ça en janvier, en général, et février. Et maximum, fin février, c'est terminé. C'est un peu comme avec tes clients dans le wholesale, où tu te parles toute l'année, tu négocies toute l'année, mais... Tu vois, dans le commerce français, du 1er novembre au 28 février, c'est là la période de négociation commerciale. Et tu dois signer ton contrat avant le 28 février. C'est légal, sinon tu as une amende. Et nous, d'un point de vue salarial, poste, on utilise ça aussi. C'est-à-dire on connaît notre année, on a construit les budgets de l'année prochaine. Est-ce que tu es aligné avec ce budget? Et c'est là où on discute de salaire, d'augmentation, de primes, de bonus. Est-ce que tu as atteint 100%, pas 100%? Les primes supplémentaires qu'on peut rajouter, tu vois. Donc c'est hyper cadré parce que comme ça, au moins, tu n'as pas les discussions pendant l'année. Voilà. En fait, tu sais qu'il y a vraiment moment dédié pour ça. Moi, par exemple, avant, tous les sujets liés au salaire, c'était toute l'année. C'était pas structuré. Ça pouvait arriver. Au début, c'était à date anniversaire, pas à date anniversaire. Et en fait, d'un point de vue budgétaire, c'est assez compliqué, tu vois, à gérer. Oui, parce que tu te dis, voilà, moi, je sais qu'aujourd'hui, en fonction des résultats de la boîte, je vais allouer une enveloppe pour remercier et faire évoluer mes salariés. C'est pas au plus méritant. Enfin, il y a toujours cette question de mérite, mais je pense que tout le monde travaille et tout le monde mérite. Après, tu peux pas offrir tout à tout le monde, malheureusement, donc tu es obligé de faire des choix. Et ça, c'est pendant ces discussions qui ont lieu entre janvier et février. Et j'insiste vraiment pour que à fin février, ça soit terminé. Tu vois, et qu'on se soit mis d'accord et qu'après, pendant l'année, ça soit plus un sujet. Et pour moi, ça a été aussi un gros soulagement. Avant, on faisait pas comme ça. Ça, j'ai mis ça en place il y a 3-4 ans. Et avant, c'était toute l'année. Donc, oui, bonjour, Louis, je peux te voir, j'ai besoin de te parler d'un truc, machin et tout. Et en fait, c'était un sujet sans fin. Ouais, c'était un sujet sans fin. Et puis, en fait, les dates anniversaires, tu en avais tout le temps, en fait. Donc, ton budget, où tu te disais, tiens, j'ai 100 000 euros de salaire en novembre, finalement, tu n'étais pas sûr que ça allait être ça, quoi. Ok, très intéressant. Toi, comment tu gères la notion un peu de charge de travail avec tes équipes? C'est un sujet pas toujours évident. Avant, j'étais très stressé par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont assez de travail? Est-ce que... Oui, mais est-ce qu'ils ont la capacité de tout faire? Après, je trouve que tu vois, le monde a changé, et avec l'IA, avec tout ce qu'il y a autour. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a la même charge de travail qu'il y a 2 ans, c'est pas normal.
avec l'IA, avec tout ce qui existe, et tu vois, avant de faire un compte-rendu de réunion, ça prenait du temps. Maintenant, aujourd'hui, un compte-rendu de rendez-vous, c'est instantané et tu peux le résumer encore plus rapidement. Un design avant, pour moi, une retouche photo, ça pouvait prendre 1 heure. Aujourd'hui, ça prend 10 secondes. Donc, en fait, si elle a moins de travail, je trouve ça normal. Ouais. Et quelqu'un qui aurait plus de travail aujourd'hui et qui serait sous l'eau à tâches équivalentes et à périmètres différents, moi, ça m'inquiéterait. Ouais. Ça veut dire, tu vois, nous, on a Gemini, on utilise OpenAI, on utilise tout ça. Je me dirais, je trouve ça assez inquiétant. Donc, est-ce que je dois leur donner plus de travail ? Il y en a certains, ça a été le cas. Ouais. Tu vois, là, par exemple, je te prends un exemple, le réglementaire. C'est un énorme sujet chez Merci Andy, c'est Candice qui le gère. Avant, elle le gérait. Le réglementaire, juste, c'est... le réglementaire, c'est que nos produits soient conformes au marché européen. Ouais. Alors, tu te dis, ça paraît la base. Oui, c'est la base. Mais c'est ultra complexe. Tu as plein de papiers. Tu as plein de papiers, tu as plein de documents, tu as des règlements qui changent, tu as des ingrédients qui sont naturels mais qui vont être interdits. Tu as des ingrédients, tu peux en utiliser que 0,1% s'il est dans ce format ou 0,3% s'il est dans cet autre format. Donc, tu as plein de petits sujets. Là, on vient de tester un outil où on vient mettre toutes nos formules et lui va nous mettre des drapeaux verts, drapeaux orange, drapeaux rouges. Aujourd'hui, il n'y a que des drapeaux verts aujourd'hui, on fait bien notre travail, ça nous a rassurés, mais aussi, c'est quoi les réglementations en cours, dans 2030, quel pays du monde tiens, au Canada, l'huile essentielle d'arbre à thé, ou en Europe d'ailleurs, c'est une huile essentielle que nous, on utilise, il y a un risque qu'elle soit, alors que c'est un ingrédient incroyable, notamment sur l'acné et les boutons, il y a un risque qu'il soit encadré. Okay. Voilà, ça, avant ça prenait vachement de temps. Il faut regarder, aller à des webinaires, il faut voir, tu vois, il faut participer. Aujourd'hui, on sait qu'on met une formule, on a la réponse instantanément. Ouais. Donc Candice, ça lui a enlevé une partie de travail, je lui ai mis d'autres choses. Par exemple, à Candice, parce qu'elle a cette capacité de travailler. Ouais, donc voilà, et en fait, moi, quand les gens tirent un signal d'alarme, je les écoute, mais je ne vais pas forcément être proactif sur est-ce que tu as trop de travail ou tu arrives à gérer. Je leur fais assez confiance sur leur capacité et je leur ai toujours dit, le moment où ça ne marche plus pour vous, vous me dites, on trouve des solutions, je viens vous aider, d'autres personnes de l'équipe viennent vous aider. Le service client, par exemple, tu vois, le service client, avant, on faisait tout à la main, aujourd'hui, on a une IA. Donc, c'est Maëva qui s'en occupe et on sait que dans les périodes où il y a un nombre de tickets qui est trop important et que même l'IA et que Maëva n'arrivent pas à gérer, il y a Émilie qui vient en renfort, il y a d'autres personnes qui peuvent venir en renfort aussi. Ouais. Donc, on travaille aussi par renfort. Ouais. Enfin, ouais. Et quand tu disais au début, c'est un truc qui te stressait ? La charge de travail. Ouais, tu disais, est-ce qu'ils ont assez de boulot et tout. Oui, qu'est-ce qui t'a fait switcher c'est le télétravail, c'est le truc. Ouais. Est-ce qu'ils travaillent assez ? Les activités sur Slack. Pourquoi le lundi, il y a 450 messages sur Slack et le vendredi, il n'y en a que 80 ? Enfin, tu vois, on est tous un peu pareil. C'est notre boîte. C'est pas qu'on veut fliquer les gens. C'est plutôt que... Mais qu'est-ce qui t'a fait changer ? C'est plutôt ça ma question. Je pense la maturité. Ouais. Me rendre compte que... Tu pouvais faire confiance et qu'au final... Non, mais c'est sûr, tu vois, quelqu'un qui fait des trop petites journées et tout, il y a toujours un peu de stress, tu vois. Tu te dis, mais à la fin, ce qui compte, c'est est-ce que je pense que cette personne est la meilleure pour faire ce métier ici. C'est pas est-ce qu'elle se défonce au travail et qu'elle se bute la santé, parce que moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je veux qu'ils soient heureux chez Merci Andy, je veux qu'ils soient heureux, qu'ils apprennent et surtout qu'ils soient fiers de leur travail. C'est-à-dire que quand ils vont dîner avec leurs potes ou qu'ils vont en soirée, ils se disent j'adore ce que je fais. En plus, j'arrive à avoir une vie privée, j'arrive à faire du sport et quand j'ai besoin de travailler un peu plus, je suis capable de le faire. Pour moi, c'est ça la philosophie d'un bon manager. Moi, les gens qui se butent au travail, qui ont plus de santé et qui arrivent pas à vivre à côté, c'est pas du tout ce que je veux. Tu vois, on n'est pas pour moi, on n'est plus dans ce monde-là. Donc, mais ça te stresse parce que tu as envie de rentabiliser au maximum tes ressources humaines et moins inclus, tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc, non, c'est bizarre ce que je dis. Hein? C'est bizarre ce que je dis. Non, pas du tout. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que au final, toi, ta vision sur la notion de charge du travail, c'est que tu as ton BP, tu sais où tu vas et en fait, tu planifies un certain nombre de projets et en fait, tu te dis, si ça rentre pas, j'attends que les gens me fassent du feedback. Ouais. Si je résume, c'est un peu ça ma stratégie, tu vois, sans tirer sur la corde et les gens et pas te dire punaise. Non, ils ont pas peur pas peur de me le dire et tu vois et dès qu'ils me le disent, c'est quoi la solution ? Là, par exemple, Marguerite qui s'occupe de notre finance, avant elle avait une alternante, après elle en a plus parce que la vie était comme ça et là on se redit c'est pas cool, faut en remettre une, tu vois.
Mais on a aussi un sujet d'outils, de se dire aujourd'hui, nos outils quand même comptables et notre stack financier, ils sont en vrai, on peut beaucoup mieux faire. Donc, moi, j'ai ce sujet, oui, on peut prendre une alternante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec des meilleurs outils, voilà, on n'est pas sur Penny Lane, on est sur. Je ne les citerai pas, on est content, mais ça reste une start-up et tout. Mais tu vois, on sait qu'on fait. Du matching 2-3 fois, on vient mettre des codes analytiques, on vient faire des doublons plusieurs fois, et moi aussi, les équipes aussi. Est-ce qu'on, juste avant de recruter, est-ce qu'il n'y a pas des outils plus intelligents, avec des meilleurs OCR, avec des meilleures interconnexions à faire? Et tu te rends compte que oui, en fait, et que tu peux gagner facilement un jour de travail par semaine, tu vois, donc c'est énorme. Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, si on parle sur toute la partie un peu pilotage, toi, tu pilotes comment la boîte? Tu as un tableau de bord, je sais pas, où tu as des... J'ai le cash. C'est le nerf de la guerre dans notre métier. Le cash, j'ai un outil qui s'appelle Rocket Chart, qui est un peu comme Agicap. Je viens mettre tous nos comptes bancaires et moi, c'est ma routine du matin. Premier truc tous les jours. Tous les jours. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de flux et en fait... un petit retard peut tout de suite te faire un peu c'est un petit retard. Si tu veux, on a beaucoup de comptes. On a de l'argent qui arrive de Shopify, d'Amazon, du B2B, de nos distributeurs. On a de l'argent en euros, en dollars. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de virements, on a beaucoup de prélèvements, on a beaucoup de cartes bleues, on a tous les outils qui tournent. Facebook, ça peut vite s'enflammer aussi, même si tu maîtrises tes cartes et tes budgets. Mais ça me prend 10 minutes et je viens regarder les 15 transactions d'encaissement, les 22 ou toutes les transactions du jour. Et si j'ai une question, je regarde. Tu vois. Et aujourd'hui, je sais que ça enfin, vraiment. Et ça, tu l'as fait dès le début? Non, je le fais depuis qu'on est rentable. Non, mais c'est un sujet, c'est que... Tu vois, au début, on avait levé quand même beaucoup d'argent. On a levé un peu plus de 4 millions d'euros. Et on était... Tu vois, moi, il y avait juste la top line qui m'intéressait. C'était le chiffre. La bottom line, je regardais. Et voilà, aujourd'hui, la top line, ça m'intéresse. Mais franchement, vendre des produits en perdant de l'argent, ça m'intéresse pas. Et c'est pas pour m'enrichir moi. C'est qu'aujourd'hui, la valeur d'une boîte, c'est pas combien elle a vendu de produits. Parce qu'en achetant tes clients une fortune, tu peux en vendre énormément des produits, tu vois. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, je veux avoir un business modèle économique simple, pas pour me gaver, mais pour avoir une valeur de boîte et un modèle économique qui soit viable dans le temps. Et Merci Andy, ça fait quand même 12 ans, 10, on va dire 10, et on est toujours là, on est en croissance, on est rentable. Et tu as vu beaucoup de boîtes qui étaient bien plus grosses que nous, mais qui sont brûlées les ailes parce qu'ils perdaient trop d'argent, tu vois. Du coup, tu suis tous les jours Je suis tous les jours mon cash, je suis tous les jours mon chiffre d'affaires e-commerce et mon chiffre d'affaires wholesale, donc plutôt lié au B2B, je le regarde une fois par semaine. Bien que dans mon email, j'ai un tag où j'ai toutes les commandes B2B. On a une adresse qui est orders@merciandy.com où on a toutes les commandes B2B et je vais me balader dans cette boîte mail au moins une fois par jour. Surtout le mardi, on sait que c'est la commande Sephora. Le jeudi, on sait que c'est la commande Monoprix. Enfin, tu vois, je me balade dedans. Mais par contre, je ne viens pas centraliser le chiffre d'affaires B2B toutes les semaines. Sinon, c'est trop compliqué. Et après, j'ai à certains moments clés dans la semaine, je sais que je vais aller voir mon dashboard pour piloter nos campagnes publicitaires digitales qu'on partage avec plusieurs agences. Je sais que je vais aller voir mes sell-out. Mes sell-out, c'est dans le jargon du wholesale, c'est moi je vends des produits à Nocibé, on va arrêter de parler de Sephora. Moi je vends des produits à Nocibé et Nocibé les revend à des clients. Tu vois, donc, et le sell-out, c'est ce qu'eux, ils revendent réellement aux clients. Parce que vendre des produits qui restent en étagère, ça n'intéresse pas. Donc ça, dès qu'on a la data en début de mois, le sell-out, moi, je le regarde. Pourquoi, tu vois, c'est hyper important. C'est ça ton vrai chiffre d'affaires. Donc tu regardes tous ces tableaux-là. Et c'est vraiment focalisé vente et finance. Tu ne regardes pas d'autres choses c'est... Enfin, comme métriques, je veux dire. Non, je regarde nos marges, je regarde l'euro-dollar. On fait quand même du chiffre en dollars, on achète euro-dollar. Et sur les people, avant, je faisais des questionnaires de sondage, de bien-être. Mais aujourd'hui, c'est une température que j'arrive à prendre. En vrai. Que j'arrive à prendre. Ça, on le fait dans les points trimestriels.
tu vois, on demande aux gens de noter un peu la boîte, l'environnement, mais je suis très à l'écoute. Par exemple, là, j'ai une mafia Gymlib au bureau qui veut que je mette Gymlib. J'ai une vraie mafia qui tu vois, c'est de l'harcèlement et je fais tout pour le faire, tu vois. Ouais. Et si on arrive à le faire, on le fera. Mais tu vois, si je le demandais, au début, j'ai fait des questionnaires toutes les semaines. Je sais qu'il y a des boîtes qui font ça en culture d'entreprise, mais au final, tu dirais que les gens, enfin, je sais pas comment dire, ça marchait moins bien. Au final, t'avais la même info ou au final, c'était C'est juste qu'on est une boîte vraiment à taille humaine. Ouais. Il y a un esprit quand même très familial chez Merci Andy. Il y a certainement, je sais pas si tout le monde te dira ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et j'espère que c'est ce que les gens ressentent. Mais quand c'est pas que j'interroge pas assez pour me boucher les oreilles et que je veux pas voir la vérité, c'est que parfois, quand tu interroges trop, bah, tu te concentres plus sur le cœur de la personne et tu vas juste se concentrer sur ses feedbacks et tu vas en oublier de juste considérer la personne. Ouais, considérer la personne, avancer et bosser, quoi, tu vois. Donc, est-ce que j'en fais pas assez ? Je sais pas, faudrait demander à mes équipes. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être heureux, donc voilà. Non, mais moi, je trouve ça super intéressant de voir tu vois, les différentes... Enfin, ce qui t'a amené à ça, en fait. C'est ça que je trouve. Mais je sais qu'il y a des très grosses boîtes où ils ont des cultures d'entreprise, où t'as des boîtes qui sont en full remote, bah, du coup, ils le font parce que c'est t'as pas ce fit, alors que toi, t'as tes équipes. Moi, je suis au bureau, il y a aussi du remote, donc tous les jours, il y a des jours, on n'est que 10-12 au bureau, et en fait, bah, c'est pas la même chose, tu vois, quand tu déjeunes à 7 ou 8, tu prends du feedback beaucoup plus qualitatif. Moi, je fais pas de télétravail, j'aime pas, sauf quand je tu vois, pars quelques jours et que je travaille à distance, mais à Paris, je suis tout le temps au bureau. Mais écoute, ça marche bien comme ça, et j'essaye, en fait, à la fin, tu as envie de mettre du bon sens dans ce que tu fais, et moi, ça me semble... par rapport à beaucoup d'erreurs que j'ai fait, ça me semble assez honnête de le faire comme ça. Très cool. C'est quoi un peu, toi, ta vision des conflits ? Comment tu gères les conflits, toi ? Bah, j'aime pas. Déjà, je le fuis. Je suis pas... Alors, j'ai quand même grandi depuis, je pense, 2 ans. C'est quand même intéressant, tout de suite, tu dis je le fuis, quoi. Non, t'as une connaissance. Non, je l'assume. Tu vois, je le sais avec mes amis, je le sais avec ma femme, je le sais avec ma famille, et évidemment avec mes salariés. J'aime pas le conflit. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le conflit. Ça veut dire que, tu vois, je vais te donner un exemple. Au restaurant, mon plat, il est froid, je vais le manger froid. Je vais pas être capable de tu vas pas dire à la fin c'était bon. Voilà, mais j'ai travaillé là-dessus, sur l'assertivité. Tu vois, j'ai fait des petits stages même là-dessus, d'être capable de demander les choses. J'ai un exemple terrible avec ma femme Alexandra. Elle était enceinte, elle voulait de l'eau dans un avion, on allait décoller, et genre j'ai pas osé demander de l'eau, tu vois, alors qu'en fait la nana elle peut t'amener de l'eau, mais j'avais l'impression de déranger. Et donc et ça c'est hyper important, d'être capable de assertivité. C'est vraiment un mot qui m'a vraiment aidé. Et après, le conflit, il y en a quand même plus beaucoup chez Merci Andy. Il y en a eu. On a eu un prud'homme en 10 ans. Voilà, pour une histoire de confiance qui s'était rompue, de fuite un peu de données qui était partie chez des concurrents, et ça s'était su. Voilà, moi, j'ai pas de rancœur contre cette personne. Il y a vraiment une perte de confiance. J'ai protégé les intérêts de Merci Andy, j'ai défendu le travail de mes équipes. Elle a défendu ses intérêts, et ça a fini au prud'homme. Et tu vois. Mais j'essaye toujours de... Ça a été un des plus gros conflit, ça a été tu vois, ça a duré 6 mois, 9 mois, les frais d'avocat, les trucs, les indemnités voilà, donc j'essaye de pas en arriver là. Et tu vois, mais sur les plus enfin là on parle de conflits, c'est gros conflits, tu vois, mais sur les conflits un peu plus je sais pas, avec tes équipes, je sais pas, typiquement des augmentations de salaire, enfin c'est quoi un peu toi ta vision là-dessus, où t'as un peu, je sais pas. En fait, j'essaye d'être transparent. Tu vois, quand quelqu'un est pas d'accord avec ma décision, moi, je me considère comme une équipe, tu vois, et je me considère un peu comme le capitaine de cette équipe. Si je prends l'équipe de foot,
pas forcément l'entraîneur. Tu vois, l'entraîneur, c'est celui qui va être sur le côté, qui va dire quoi faire. Et si t'écoutes pas, il va te gueuler dessus, voire te sortir. Sur le banc, voilà. Moi, c'est pas ma vision de l'équipe. Moi, ma vision, c'est plutôt le capitaine. Je mets les mains dedans avec vous, je travaille avec vous, je suis dans le même bateau que vous. Si donc ça marche, on gagne ensemble. L'exemplarité. Ah bah ça, c'est clair. Tu vois, dans la manière de travailler, de répondre, tu vois, moi, si je demande d'être réactif sur Slack, faut que je sois réactif sur Slack. Si je demande à répondre aux emails en 48 heures à nos clients, faut que je réponde en 48 heures. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et le capitaine, quand il gagne, tu vois, il va avoir une attitude différente que l'entraîneur, et quand on perd, il va avoir différent. Donc moi, quand on prend une décision, je veux que l'équipe, elle soit alignée. Tu vois, là, on a eu un sujet, par exemple, avec... on lance un produit avec une créatrice de contenu l'année prochaine qui a une grosse communauté, et ça a été assez compliqué à négociation. Bon, il ne faut pas qu'elle l'écoute, mais on adore cette fille, mais ça a été dur avec son agent, elle a été assez difficile, et il y a un moment où même l'équipe s'est dit flemme, on ne le fait plus, tu vois, c'est trop compliqué. Et moi, j'ai dit non, on va trouver une solution, et j'ai vraiment essayer au maximum d'engager les gens, de les rassurer, de se dire c'est normal, elle fait son rôle. Moi, je le vois dans plein de domaines. Vous savez, donc en fait, chacun défend ses intérêts. Tu défends ses intérêts. Il y a un moment où si tout le monde est aligné sur les mêmes résultats, avec évidemment la même culture de boîte, à la fin, t'as pas de conflit. À la fin, t'as pas de conflit, tu vois. Et sur la question sur les salaires et les augmentations, moi, je suis très cash. Je dis, la boîte, elle a ça. On a réussi à faire ça. Tu mérites trop. Je suis capable de t'offrir ça. Toi, tu veux plus. Et je comprends que tu veux plus. On veut tous gagner plus d'argent. Si je suis capable de te le faire, je le ferai au maximum. Mais je veux pas mettre la boîte en péril. Je veux pas mettre à défaut quelqu'un d'autre au profit exclusivement de toi, parce que l'autre aussi a mérité. Donc, il y a un moment où tu es obligé de trancher. Et si les gens sont pas alignés avec ça, ça veut pas dire forcément que tu n'as pas réussi. C'était juste que peut-être nos chemins doivent se séparer. Tu vois. Et c'est OK. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui est chez Merci Andy, peut-être s'il va chez Estée Lauder, il gagnera 30 ou 40% de plus de salaire. Mais peut-être qu'il perdra d'autres choses, tu vois. Et je ne suis pas en train de... Il faut regarder le package au global. Oui, il faut regarder, tu vois, il faut regarder l'ambiance de travail, il faut regarder les missions que tu as, il faut regarder les opportunités que ça va t'emmener dans la vie, il faut regarder un peu tout ça. Ok, Mais tu vois, ce soir, donc on fait notre avant-première du documentaire sur le Mont Blanc, et je suis hyper content, et j'ai genre 6 personnes de ma team qui viennent, tu vois, et ça me fait super plaisir. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que faut emmener les gens dans en fait, ils ont envie de travailler, ils savent qu'en partie ils travaillent pour toi, mais il faut pas qu'ils travaillent pour toi, il faut qu'ils travaillent avec toi. Si des gens ont le sentiment de travailler pour un patron et d'enrichir quelqu'un, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Maintenant, si on prend un peu de recul, tu en as déjà parlé un peu avant, vous aviez 3 grandes phases de croissance, de développement, si on regarde. T'as la première phase où tu me disais un peu la Startup Nation, la deuxième phase vraiment de levée de fonds, et après, il y a la phase vraiment EBITDA, comme tu l'as appelé. C'est quoi un peu, sur chaque phase, t'étais organisé comment, et comment tu as réussi à passer d'une phase à l'autre, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, au début, on est 2 copains qui lançons une boîte, on a de la croissance, on a très vite levé de l'argent, ça a été d'abord 2 millions, puis après 2 encore. Donc, on se dit, OK, on regardait pas trop la bottom line, on recrutait, on voulait des gens meilleurs que nous partout, et un peu importe le prix. Tu étais vraiment dans cette phase de conquête où, en fait, c'est le prix à payer, quoi, tu vois. Et c'était ce que demandait le marché. Le marché, tu allais voir des fonds, attends, je comprends pas, tu pourrais aller plus vite, faut cramer plus d'argent. Aujourd'hui, non, mais vraiment, le 2016-2020, c'est ça. C'est cette ère-là. Tu trouvais de l'argent très facilement à des valos déconnantes. Clairement, nous, on a levé de l'argent à des valos qui sont très, très fortes à l'époque. Mais c'était le marché qui était comme ça. Et donc là-dessus, en fait, si tu jouais pas le jeu, tu levais pas. Donc, voilà. Et là-dessus, on avait des profils l'oréaliens, on avait une directrice marketing qui venait de chez L'Oréal, un directeur commercial qui venait de chez Louis Vuitton, on avait 3 designers. Enfin, tu vois, on était en mode all-in. Mais
accepté par tout le monde, tu vois, c'était vraiment le marché qui était comme ça. Après, il y a eu le Covid qui est venu un peu secouer tout ça. Surtout nous, on vend du gel pour les mains, donc on a eu une très forte croissance. Tu vois, ça vous a secoué positivement? Ça nous a secoué positivement, mais le marché, il a été secoué quand même. Tu as eu énormément de concurrents, tu as eu une demande extraordinaire, mais une offre qui est arrivée de manière massive. Avant, on était un peu tout seul dans notre coin et tout le monde a commencé à faire du gel pour les mains. D'accord. Donc au début, tu étais les premiers, mais après, tu avais une concurrence. J'ai eu une concurrence jusqu'en 2022 qui a été très, très féroce. Et surtout que les gens ont fait ça par opportunité, avec des produits de merde. Et quand après, il y a trop de produits, par rapport à... Enfin, il y a trop d'offres par rapport à une demande qui a quand même diminué, qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent. Donc, à la fin, tu avais du 1 acheté, 1 offert, du 50% sur tous les gels pour les mains, surtout que c'est quand même des produits périssables dans le temps. Donc, le marché a été compliqué. Et là, il s'est beaucoup plus assaini maintenant. Tu as toujours des marques qui se créent, mais on a nos positions fortes et on les assume. Ok. À côté de ça, donc, et cette phase en termes de management, ça a été ça a été le bordel en fait. On a restructuré, on a eu des départs, on a eu des remises en question. Tous les 6 mois, tu changeais ton regard un peu. Ouais, je pense qu'entre 22 et entre 20 et nous, pour nous, le Covid, c'est... Enfin, pour moi, cette ère-là, elle est jusqu'à fin 22, début 23. Tu vois. Je sais que le Covid, c'est pas autant, mais cette ère-là où on s'est beaucoup cherché. On a eu d'autres projets de levée de fonds, on a ouvert une filiale aux États-Unis, on a commencé à structurer par pays. On avait des brand managers par pays, on avait quelqu'un pour l'Allemagne, quelqu'un pour l'Angleterre. Ça a été une phase où on a dépensé beaucoup d'argent et c'était quand même économiquement assez dur pour nous. Tu as eu ensuite la guerre en Ukraine, mine de rien, en 22, qui a créé une inflation assez forte sur le marché de l'alcool, parce que le blé... Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses qui ont eu des conséquences sur nous. Et ça a été des années où on a perdu pas mal d'argent. Et ensuite, depuis... on va dire depuis mi-23, j'ai eu un autre changement de mindset. Je me suis dit, c'est fini. De toute façon, on n'a plus le choix. Et maintenant, je veux retrouver notre rentabilité qu'on avait pendant le Covid. Donc, ça veut dire que tu étais rentable à partir du Covid, ou déjà avant, tu étais rentable? Non, en fait, je levais... Non, mais je perdais pas beaucoup d'argent. J'en ai gagné en 2021 et à partir de 22-23, j'en ai perdu beaucoup. 22-23, j'en ai perdu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de moyens. Post-Covid, on s'est vu... Donc, tu avais beaucoup de stock, c'est ça? Ouais, j'avais du stock et surtout, on a mis beaucoup de moyens. On a ouvert une filiale aux États-Unis pendant le Covid. On avait 5 personnes aux États-Unis, un directeur général. On avait une personne en Allemagne, en Angleterre. On avait mis vraiment beaucoup de moyens et pas assez structuré, tu vois. Ça a été vraiment... on a perdu de l'argent, quoi. Donc quand tu dis pas assez structuré, c'est surtout qu'en fait, du coup, vous avez... On faisait pas efficace, en fait, on s'est mis trop de projets et on n'a pas réussi à tout faire. On a eu des sujets d'internationalisation, on a eu des sujets de diversification de produits, on a eu des sujets d'opération et après des sujets cash, tu vois, où on a vraiment consommé du cash pendant cette période-là. Et donc, suite à ça, j'ai quand même eu 2-3 départs clés. Une directrice marketing, un directeur commercial. Et donc, j'ai repris la boîte. J'ai continué mon travail et je me suis dit, nouvelle ère. Et je sentais tout ce qui se passait sur les levées de fonds, je sentais ce qui se passait sur les valos de boîte. Aujourd'hui, on va plus trop regarder ton chiffre d'affaires. On va regarder ce que tu dégages comme cash. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir un EBITDA qui est maîtrisé, positif tous les mois et à plus de 10%, plus de 15% par mois, voire 20%. Donc, c'est mon objectif. Tu vois, sur 100 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'à minima, il t'en reste 10, 15 ou 20% ou 20 euros pour être une boîte sexy sur le marché et continuer à intéresser. Donc, pour ça, tu fais attention à tes dépenses marketing, tu fais attention à tes staffs. Tout ça en intégrant quand même depuis quelques mois maintenant, voire un an, l'IA, qui a quand même modifié pas mal de choses, qui nous a fait gagner beaucoup de temps et clairement de l'argent sur certains sujets. Avant, on pouvait mettre 15 000 euros sur un shooting. Aujourd'hui, on va en mettre 3 ou 4. C'est pas la même chose, tu vois. Et tu fais ça 5 fois dans l'année, ça fait 50 000 euros. 50 000 euros, c'est un salarié, tu vois, chargé. Donc... Donc voilà. Et cette ère, est-ce qu'elle me correspond mieux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la maturité. Avec l'âge, l'évolution. Et puis le marché, c'est ce qu'il veut, tu vois. Moi, j'en connais plein des investisseurs. Je regarde, j'investis moi-même, donc.
Et juste par rapport à ça, est-ce que par rapport aux équipes, c'était... Enfin, je sais pas comment dire, est-ce que c'était genre une décision que tu prends et tu l'annonces à l'équipe en Mais disant... ils l'ont compris. Non, ok. Quand tu laisses partir des gens ou quand tu les recrutes pas, tu vois, ou que tu prends pas de remplaçants, c'est pas pour faire des économies, c'est juste pour arrêter de perdre de l'argent. Tout simplement. Et ça s'est pas fait dans le sang où j'ai viré tout le monde, hein. Ça s'est fait très progressivement. Ça a mis des, tu vois, ça. Mais un autre exemple. Il y a un jour, j'ai pété un câble. J'ai coupé toutes les cartes bleues de la boîte. Ah ouais. J'ai entendu ça. Je crois que je t'avais déjà raconté. J'ai coupé toutes les cartes bleues de la boîte. Pourquoi ? Parce qu'on avait des lignes téléphoniques à 10 € par mois. On avait des SaaS à 45 € par mois. On avait des outils d'influence qui tournaient, machin. Et en fait, c'était dans les budgets. Donc les gens, mais on ne les utilisait pas. Et il y a un moment, j'ai pété un plomb. J'ai dit, vous savez quoi ? Je coupe tout. En fait, j'ai bossé avec Spendesk, j'ai mis tous les budgets à zéro sur toutes les cartes, et à chaque fois, les gens recevaient des messages d'erreur quand un outil marchait pas, et je crois qu'on a gagné peut-être 3 000 € par mois. Donc tu pourrais dire c'est de la mauvaise gestion de Louis avant et tout, mais en fait, quand tu es dans une optique de perdre... Enfin, quand tu n'es pas dans une optique de gagner de l'argent, en fait, mais de la croissance, focus, en fait, voilà, c'est pas ton focus. Tu te dis, le gars, il a besoin de cet outil, il l'a souscrit, il a au budget, mais en fait, il s'en sert pas. Et ça a marché. On a coupé des licences Microsoft, on en avait 18. On a coupé des... Tu vois, il faut faire ce travail. Et j'adore. En fait, maintenant, j'adore. Mais là, je pense que tu peux pas faire 1 € d'économie. Je pense que tu peux plus faire 1 € d'économie. Super. On va passer aux questions de la fin. Ouais. Bah écoute, en te suivant sur les réseaux sociaux, je vois que tu bosses beaucoup. Tu fais à mort du sport, l'Irox, Mont Blanc et tout. Des 10 km comme dimanche, tu t'arrêtes plus. T'as ta famille aussi, ta vie de famille avec ta fille, ta femme et tout. Comment tu fais pour gérer tout ça ? T'es le genre idéal, en fait. Le sport, c'est vital. Moi, si j'en fais pas, je pète un plomb. Là, je sens que ça devient un point un peu drogue. Et c'est un peu la... Je vois de quoi tu parles. Hein, tu es là aussi. Non, mais tu vois, ça, c'est... Puis d'emmener ta famille dans tous tes délires, d'emmener, tu vois, de se dire, OK, maintenant, 3 midis sur 5, je vais faire du sport. Donc, du coup, tu fais plus de déj social, tu déjeunes moins avec ton équipe et tout. Faut faire la barrière. Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper sain. Et en fait, ça te donne de l'énergie, tu vois. Donc, cette énergie-là. Après, je pense que je gère bien mon temps. Je fais pas de meetings trop longs. Dès que les meetings sont trop longs, je leur dis j'arrête. De toute façon, on n'est plus efficace. Et non, je sais pas. C'est vrai que non, je fais pas mal de choses, mais je retravaille un peu le soir quand ma fille dort. Le week-end, ça m'arrive de bosser, mais j'arrive tu vois, à pas empiéter sur ma vie de famille. Tu dirais que tu arrives en fait à être aligné un peu sur... Ouais, je suis aligné parce que j'ai mélangé pas mal de choses, tu vois. J'ai pas ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'ai qu'une vie, tout est mélangé. On le sait que c'est comme ça. Pour moi, le lundi matin ou le vendredi soir, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, si tu vois, les boîtes sont quand même portées par l'énergie des entrepreneurs ou des dirigeants. Si tu es éteint, fatigué et tu n'as pas le smile et tu n'es pas connecté et que tu n'as pas cette énergie, c'est difficile pour les équipes de se motiver, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je les invite tout le temps dans ce que je fais. Dès que je prends la parole ici, une conférence, un truc, ce soir, l'exemple du documentaire, je veux vraiment qu'elle soit dans cette énergie et qu'elle soit fière de faire partie de l'aventure de Merci Andy. Et pour ma famille, c'est pareil, tu vois. Donc voilà. Super intéressant. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite ? La pire erreur de management que j'ai faite, ou celle qui t'a beaucoup fait apprendre ? Ouais. C'est une bonne question. Justement, il se reconnaîtra, mais je pense que c'était avec Martin, donc un super ami avec qui j'ai fait un Aerox, qui était mon directeur des opérations. C'est que on avait créé, il est parti et il est parti de manière très positive, mais la fin aurait pu être plus compliquée. Parce que lui et moi, on est pareil, et il y avait des sujets qu'on n'aimait pas trop parler. Et quand tu commences à créer une amitié très forte avec quelqu'un, et moi, c'est vraiment, enfin, tu vois, ma fille l'appelle son parrain presque, donc parce qu'il a un enfant du même âge que ma fille.
on mettait un peu des sujets entre nous qu'on voulait pas parler. Ok. Et lui était pareil et moi était pareil. Il y a un moment, en fait, quand tu mets tous ces sujets et que tu écartes un peu sur le variable, sur ce que je lui avais promis, sur ce que lui m'avait dit qu'il ferait, qu'il n'a pas fait, il y a plein de choses. Bah, tout ça a fait que quand il a décidé de partir et qu'on a un peu réglé nos comptes, ça aurait pu être violent. On a tout bien réglé, mais je suis passé à ça de perdre quelqu'un qui compte énormément pour moi, comme un membre de ma famille. Et donc, j'ai eu peur. Mais ça a été une erreur parce que je pense que j'aurais pu faire différemment. Ok. Est-ce que tu as un livre ou un contenu que tu conseilles ? Est-ce que j'ai un livre ou j'ai un contenu que je conseille d'un point de vue un peu managérial non, que tu as lu dernièrement non, ou qui t'a marqué ? Je vais vous conseiller les constellations familiales ou les constellations systémiques que fait ma femme, mais que fait plein d'autres personnes. En fait, c'est... j'ai eu des gros sujets capitalistiques, un peu d'organisation avec mes actionnaires et de replacer, je ne sais pas si ça te parle, mais on fait ça plutôt dans le transgénérationnel en famille, mais de replacer avec des objets certaines situations, ça aide vraiment à débloquer. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est très rationnel et scientifique comme approche, mais de prendre des objets, et en général, tu fais ça avec des jouets d'enfants. Alors, c'est guidé et il y a plusieurs personnes qui le font. Et de venir représenter tes salariés ou un salarié avec ce jouet que tu tires au sort les yeux fermés, de venir représenter cet actionnaire, de venir ce banquier d'affaires, cet avocat, cet investisseur, voilà. Et tu peux faire ça en famille, ça aide énormément. Et j'ai trouvé que c'était l'outil le plus puissant aujourd'hui que tu peux avoir pour régler une situation. Ça peut être très professionnel ou personnel. C'est genre, en fait, en gros, tu as une problématique, tu te dis, tu places les personnes, en gros, c'est ça ? Tu les places, ça va être de manière très spontanée dans le choix de ce que tu vas sélectionner et dans la manière dont tu vas les placer sur la table en face de toi, qui est très lié au futur, présent et passé. Et dans le sens, la manière dont les personnages, les jouets vont interagir entre eux, ça paraît très chelou, mais je te jure que c'est très puissant. Il se passe des choses. Et ça permet de mettre de l'ordre. C'est vraiment systémique, en fait. Tu reconstruis un système. Et ça se fait avec des jouets, mais ça peut se faire aussi avec un groupe de personnes. Donc, j'ai un problème avec ma mère depuis très longtemps. C'est pas le cas, hein, tout va très bien avec ma mère, mais j'ai un problème avec ma mère et je participe à cette constellation. On sera 10-12. Moi, je serai la personne constellée et je vais prendre une personne pour représenter. Toi, tu seras ma mère. Toi, tu seras... je sais pas, ma cousine ou mon ex. Et en fait, tu vas te rendre compte de la réaction des gens et c'est un outil thérapeutique extraordinaire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans le business. C'est pour ça que je le dis. Voilà. Par rapport à des situations. Je sais qu'il y a beaucoup de gardes associés, je sais qu'il y a beaucoup et c'est des choses qui peuvent vraiment aider. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement à l'intérieur ? Tu aimerais ouvrir le capot ? En vrai, Aerox. Aerox. Ouais, pour moi, c'est Aerox parce que je trouve ça fou, tu vois, de te dire c'est une compétition de sport. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition de sport qui mélange de la course à pied et des exercices de functional training. Et je trouve ça fou que aujourd'hui, tu arrives à aligner des centaines de milliers d'athlètes dans le monde entier, alors qu'il y a 5 ans, ils faisaient des courses où il y avait 200 personnes. Et je trouve ça fou. Et je trouve ça fou que des Indiens, des Australiens, des Anglais, des Américains, des Français, des Brésiliens, des Canadiens, des Argentins fassent la même course à pied. Ils ont créé un nouveau marathon, ils ont créé un nouveau, tu vois, et en fait, je trouve ça fou. Et ce que j'aimerais voir sous le capot, c'est, en fait, j'en connais pas mal parce que Max qui gère la France, je le connais bien, mais c'est plutôt, je connais bien la France, ça serait quand même overall, tu vois, d'un point de vue mondial, comment ils font pour séduire des cultures autant différentes et dans la pratique du sport. Quand tu vois l'Aerox à Bombay, tu te dis, en fait, c'est le même qu'à Paris. Alors qu'en fait, on fait pas du tout les mêmes sports. Tu vois, culturellement, dans la rue, on fait pas les mêmes sports. Mais là, on fait les mêmes exercices. Et donc, je trouve ça assez ouf. Tu vois, c'est le fameux global versus local. Eux, ils ont fait quelque chose de très global et très standardisé. Et c'est là où tu fais des boîtes et des aventures extraordinaires. Super. Où est-ce qu'on peut te suivre ?
Bah là, juste derrière le canapé. Mais non, c'est LinkedIn, c'est très pro et c'est assez lisse. Et moi, j'aime bien Instagram quand même. C'est sympa, je partage des choses, un peu de tout. J'ai pas un sujet, mais je peux partager des choses très perso, comme notre dernier contrôle fiscal qui s'est très bien passé, des aventures de papa et évidemment des choses sur l'entrepreneuriat. Ok. Bah, très cool. Bah, merci en tout cas. Merci, c'était top. C'était un super moment. Ouais, trop cool. Sous le capot. Hop. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.